On va passer la parole à Monsieur Garnier. Juste peut-être quatre éléments que j'ai retenus. Un, l'effet de serre. Bon, on en a besoin parce qu'autrement il ferait beaucoup trop froid sur Terre, mais là il augmente et évidemment il fait plus chaud. La Suisse, on en est déjà à plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Le gradient de température entre les pôles et les régions tempérées a tendance à diminuer. Donc ça perturbe la circulation dans la haute atmosphère, enfin la haute troposphère. Si on réagit, on peut influencer. On parlera peut-être après de l'inertie du système. Et puis les événements extrêmes devraient augmenter. En gros, voilà. Monsieur Garnier, c'est à vous. On pose les questions tout à l'heure, d'accord? Bonjour. Alors on peut s'interroger d'emblée sur la pertinence d'inviter un historien pour parler de changement climatique. Comme son nom l'indique, l'historien travaille sur des périodes de temps beaucoup plus anciennes et globalement, nous, historiens, il y en a peu en Europe qui travaillent sur ces questions climatiques, particulièrement en France, travaillons sur la période qui précède le changement climatique, constitue grosso modo après la Seconde Guerre mondiale, selon les spécialistes, 1960, les années 60, les années 80. Deuxième précision que je souhaiterais vous apporter. Tout d'abord, hier, j'ai présenté donc cette histoire climatique de manière beaucoup plus exhaustive. Je disposais de 30 minutes. Vous imaginez bien qu'en 10 minutes, c'est un défi redoutable pour un historien présenter, grosso modo, bilan d'histoire climatique. Donc, ce sera succinct, forcément réducteur, et beaucoup parmi vous ne seront pas satisfaits du contenu. Donc, n'hésitez pas à m'interroger dans le cadre de la reprise ou pendant les pauses. Il faut faire des choix et ça implique donc de réduire la qualité et le contenu de l'information. Alors l'historien travaille sur quoi? C'est important, il travaille peu sur les chiffres. Mes collègues climatologues, météorologues disposent de séries et quand ils vous disent on note telle tendance depuis le début des données, ces données implicitement font référence aux données instrumentales. C'est-à-dire des informations qui ont été mesurées avec des thermomètres ou autre chose. Et généralement, ces séries débutent, je parle sous votre contrôle, en gros autour des années 1900, fin 19e siècle, années 1900 à peu près. Nous, historiens, travaillons sur des pas de temps plus longs. Dans mon cas, autour des années 1500, c'est-à-dire l'époque à partir de laquelle on enregistre de l'information météorologique. La différence entre climat et météorologie est importante. C'est le paradoxe, là aussi, un autre paradoxe de l'historien. Il utilise des données météorologiques, autrement dit des observations qui ont été faites à un moment donné, précis, période courte, pour reconstruire du climat. C'est-à-dire replacer ces données météorologiques, mais les climatologues font la même chose, pour replacer donc une donnée météorologique, par exemple, enregistrée le 20 novembre 1568, pour replacer ça dans un pas de temps plus long qui relève cette fois-ci de l'approche climatologique. Donc l'historien fait quoi? Eh bien, il remet, comme on va dire, nos glorieux ancêtres en histoire, Marc Bloch, pour ne pas le citer, il met de la chair humaine autour de cette question climatique, tout simplement parce que sa documentation correspond à ce que moi j'appelle la signature sociale de l'impact du climat. Si vous n'avez pas de dommages causés aux sociétés, je n'ai en tant qu'historien aucune information à glaner dans la documentation. C'est vraiment un détail d'importance. C'est-à-dire que ce que je vais présenter ne prétend pas présenter l'exhaustivité, mais en tout cas, à chaque fois que le climat a causé, affecté nos sociétés anciennes. Alors, je me livre au premier exercice redoutable, qui est celui de vous présenter à peu près 1000 ans d'histoire climatique sous une forme la plus pédagogique possible. Je n'ai pas trouvé de meilleure solution que de réutiliser un graphique d'un de mes collègues suisses, Hans-Peter Holzhauser, qui est absolument remarquable et qui travaillait sur le glacier d'Aletsch et qui a synthétisé, tel que nous l'enseignons ex cathedra dans nos universités, l'histoire climatique, grosso modo, depuis l'an 1000. Que vous montrent ces fluctuations? Donc plus ça monte, plus le glacier gagne du terrain, et à l'inverse, plus ça creuse ici, et plus le glacier bat en retraite. Les grandes périodes se répartissent entre l'optimum de l'âge du bronze, une période plutôt favorable, optimum pour favorable en termes de température, on parlerait aujourd'hui de réchauffement climatique, donc une première phase positive. À l'inverse, une reprise, donc une fluctuation généralement pendant l'âge du fer, grosso modo la période celtique, donc il fait beaucoup plus froid, et on enchaîne ensuite sur une phase plutôt faste,
températures relativement clémentes, qui correspond sur le plan historique, et nous, ça nous interpelle, à l'apogée de l'Empire romain. À l'inverse, les grandes invasions se déroulent plutôt dans un contexte de grand froid, dont mes collègues climatologues américains voient la preuve dans le passage du Rhin par les Alamans, les Alains, etc., le Rhin gelé en 406. Bon, il faut savoir qu'à cette époque, comme je le rappelais hier, le Rhin fait à peu près 2 mètres, 3 mètres de profondeur, donc il a en tout cas beaucoup plus de disposition à geler qu'aujourd'hui. Ce n'est pas un Rhin avec un débit très très soutenu. Rappelez-vous, la guerre des Gaules, César franchit le Rhin sans difficulté, ses pontonniers posent, plantent des piquets et traversent haut la main le fleuve. A contrario, on enchaîne à partir des années 800 dans ce qu'on appelle le petit optimum médiéval. Alors mon collègue a dû repérer à l'époque une petite langue glaciaire, une reprise de l'offensive, mais globalement dans nos universités, partout dans le monde, pas seulement en France ou en Suisse, on parle donc de périodes plutôt favorables, le petit optimum médiéval, dont les illustrations, en tout cas la principale illustration, serait l'aventure viking en Islande, Groenland, et de là le saut absolument impressionnant vers l'Amérique du Nord, le fameux Vinland des sagas vikings. Et de fait, les sagas vikings, mais elles sont écrites 200 ans après les événements, il faut se méfier, mais ces sagas ne parlent absolument jamais, dans le cadre des conditions de navigation, de banquise, d'iceberg, de glace dérivante, etc. On ne parle que de tempête. C'est la principale difficulté qu'affrontent les vikings à cette époque. Donc, petit optimum, ce petit optimum prendrait fin au début du XIVe siècle, et là, on enchaîne sur un bloc, en tout cas, on le présente comme tel à nos étudiants très souvent, un bloc, et Silvio Dolzan en a parlé, c'est le petit âge glaciaire, donc qui va perdurer, grosso modo, du début du XIVe siècle jusqu'aux années 1850, date après laquelle le front glaciaire recule de manière inexorable, et on commence à rentrer dans un premier réchauffement de type naturel qui va se cumuler avec le réchauffement d'origine anthropique à partir des années 1950-60. Voilà pour la grande histoire climatique. Je vais vous parler cette fois-ci d'un autre aspect de cette histoire qui nous intéresse beaucoup, nous aussi historiens, sont les extrêmes climatiques. Alors, qu'est-ce qu'un extrême pour un climatologue? Là encore, mes collègues pourront éventuellement nuancer, mais je presse au plus urgent. L'extrême climatique, c'est un phénomène météorologique qui s'écarte très fortement des moyennes. En traduction sociale, sciences sociales, sont des catastrophes telles que les inondations, les glissements de terrain, les sécheresses, les tempêtes, que sais-je encore. Or, aujourd'hui, en tout cas dans les médias, et beaucoup de décideurs en Europe considèrent que ces catastrophes, ces événements extrêmes, se multiplient. Alors, exemple type, cet été, le Doubs a séché, c'est ce qui circulait sur les réseaux sociaux côté français. Lorsqu'on jette un coup d'œil à la documentation, on peut aussi retrouver des contre-exemples. 1906, Villers-le-Lac 2009, 1906, le Doubs est complètement asséché. Il est réduit à un simple filet d'eau à ce niveau-là. On a interrogé les anciens. Bon, certains se rappellent d'événements assez comparables. Un monsieur ici, 83 ans, est capable de lister les années au cours desquelles le Doubs était à sec. Autre exemple, est-ce que les extrêmes sont révélateurs d'une tendance climatique, d'un changement climatique depuis les années 60 ? Bien, force est de constater dans le cadre des recherches que nous menons, mais dans le cadre de programmes européens, de programmes pluridisciplinaires, c'est loin d'être évident. Si on prend l'exemple des sécheresses dans la région genevoise, on n'a pas de signal très clair. La recrudescence la plus importante intervenant plutôt au début du XXe siècle. Même chose si on prend les sécheresses du Doubs, les épisodes les plus durs se situent au début du XIXe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle. Le XXe siècle liste, en tout cas, accumule un certain nombre d'événements, mais on ne peut pas considérer par rapport au pas de temps de 500 ans qu'on ait vraiment un signal très très évident. Même chose pour les inondations, par exemple de la Seine, c'est un travail que nous menons actuellement avec le ministère de l'écologie en France. Et à contrario, le contre-exemple, les cyclones, les ouragans, Atlantique Nord, Océan Indien, qui tous, en tout cas dans nos résultats, montrent très très clairement un phénomène de rupture à partir des années 1960. Ça correspond exactement au changement climatique tel que les climatologues le présentent aujourd'hui.
avec une recrudescence, notamment en intensité, puisqu'on enregistre, grâce à la documentation, les phénomènes les plus importants, pas les phénomènes moyens. Notre résolution documentaire est insuffisante. Même chose si vous prenez les tempêtes forestières enregistrées depuis les années 1500, 1550 à peu près. Pas de tendance très très évidente, notamment depuis Lothar Martin ou encore Klaus dans le sud-ouest de la France, qui a ravagé une bonne partie de notre patrimoine forestier. Donc ces catastrophes sont symptomatiques de quoi? D'un changement climatique. En tant qu'historien, un certain nombre de mes collègues climatologues du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay à Paris, on a une vision assez concordante. On considère que pour l'instant, non, ce n'est pas un indicateur très évident, en tout cas à l'échelle mondiale. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ces catastrophes, telles que nous les étudions, révèlent les vulnérabilités, c'est-à-dire la manière dont on a exposé des enjeux qui peuvent être des êtres vivants, qui peuvent être des biens ou encore des paysages. J'ai cité un exemple ici, c'est le cas de la forêt des Landes, parce que pour moi c'est le contre-exemple par excellence. Une forêt artificielle construite de toutes pièces à partir des années 1850, on ne se pose aucune question, mais c'est aussi l'histoire de la forêt portugaise, dont on parle beaucoup ces dernières années, qui essuie sécheresse sur sécheresse et qui brûle, et pour cause, parce que c'est une forêt qui est monospécifique, qui est composée majoritairement d'essences extrêmement sensibles au feu. Et je termine, puisqu'on est dans les forêts littorales, par cet exemple. C'est une reconstruction à partir des archives. Donc il faut me croire sur parole. Ce croquis, ces deux croquis correspondent au contenu de nos archives. Que nous montre-t-il? C'est que les sociétés anciennes, si on prend l'exemple littoral, loin d'être fatalistes, s'étaient adaptées aux risques climatiques. Comment? Principe simple, ce que j'appelle moi les principes de précaution, un retrait de l'habitat, loin. On n'a pas d'habitat sur les cartes anciennes européennes, anglaises, espagnoles, des 16e, 17e, 18e siècle ou françaises, pas d'habitat à moins d'1 kilomètre du trait de côte. De la même manière, on prend soin de conserver des cordons dunaires, donc des éléments naturels qui servent de fusibles en cas de tempête. Derrière ces premiers cordons de défense, on a des espaces humides ou bien encore des prairies qui servent de zone tampon, mais qui en même temps ont une vocation agricole affirmée et permettent aux communautés de survivre dans le cadre d'une agriculture qu'on qualifierait aujourd'hui de très diversifiée, très biodiversifiée. Je vous fais grâce de la faune, de la biodiversité en termes faunistiques très importante dans ces croquis. Et puis la rupture qui intervient. Et cette rupture, donc, je la situe grosso modo autour des 1900. Elle débute ici dans les années 1860. C'est la décision prise, gouvernementale, décision aussi de lobbies économiques, on en parlait beaucoup en France ces derniers jours, qui consiste à valoriser les terres qu'on considérait comme des terres vaines. Ces terres étaient communales, elles appartenaient à des biens collectifs, elles faisaient vivre l'ensemble de l'écosystème social. Et du jour au lendemain, par jour au lendemain, j'entends 20 ans à peu près, on décide de les privatiser, on draine ces terres, on les draine pourquoi? Pour planter de l'arbre, toujours le même, ici c'est le pin maritime, en fait c'est un pin maritime qui a muté depuis, qui a été modifié génétiquement, qui est planté après des périodes de labour, etc. C'est vraiment de l'agriculture, je parle de l'hiliculture, très très intensive, même si c'est un pléonasme. Dans le même temps, l'attrait du littoral, qui va provoquer un transfert de l'urbanisation au plus près du trait de côte, et comme il faut voir la mer depuis son balcon ou sa fenêtre, on va détruire de manière systématique sur ces littoraux européens, pas seulement français, sur ces littoraux européens, les fameux cordons dunaires, augmentant du même coup la vulnérabilité de ces sociétés. Donc en guise de conclusion, qu'est-ce qu'apporte l'éclairage historique? Premièrement, on relativise la notion actuelle qui consiste à dire on affronte un changement climatique, nous sommes démunis. Je reprends là le discours officiel des décideurs à chaque nouvelle catastrophe, on n'a jamais vu ça. Si on l'avait vu, on serait préparé. L'expérience historique montre quoi? Qu'on a déjà affronté ce type d'événement, sans doute pas avec la même intensité, avec peut-être pas la même fréquence, encore que les graphiques qui précédaient montraient que finalement il n'y avait pas d'évolution sensible. Tout ça pour dire, que s'est-il produit? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt et qu'on a l'air si démuni? Ce sont les questions auxquelles on a affaire dans le cadre des comités auxquels je participe un peu partout, notamment au sein de la Commission européenne. Tout simplement parce qu'il y a eu, à mon avis, un travail volontaire de destruction de la mémoire. Dans certains cas, cette disparition de la mémoire, ce que j'appelle la rupture mémorielle, a pu être liée à l'absence d'aléas. Dans le cas des tempêtes de submersion en France, on n'a plus de submersion entre les années 1940 et Xynthia en 2010. Ça peut expliquer ce genre de choses. N'empêche, c'était la période où on construisait l'Union européenne. Les Anglais,
avaient essuyé un désastre absolu, les Allemands, c'est ce qu'ils appellent la Great Storm, de février 1953, qui avait causé la mort de plusieurs milliers d'individus. Et ces pays-là ont conservé la mémoire de ces tempêtes. La France, absolument pas. Donc la mémoire historique, ce n'est pas seulement du culturel, du patrimoine, c'est aussi un outil de résilience, en tout cas d'adaptation, d'autant plus que ces archives proposent des modes d'aménagement, des stratégies, on utiliserait ce terme aujourd'hui, en termes de culture du risque et de réaménagement des territoires. Et il se trouve que ces modèles paysagers de territoires peuvent, je pense, à peu de frais comparé au coût des travaux en défense dure, particulièrement en France, pourraient quand même largement, épargner les budgets des contribuables, indiscutablement. Donc je vous laisse penser à cette réflexion d'un de nos grands philosophes, Rousseau, à propos du tsunami de Lisbonne. Alors ça n'avait rien à voir avec le climat, c'est vrai, mais ce tsunami avait révélé la vulnérabilité de l'urbanisation littorale. Quand il déclarait en guise de conclusion, il était à court d'arguments, il avait expliqué qu'on n'aurait jamais dû bâtir autant de maisons si proches du trait de côte, et il concluait, je le cite dans le texte, « La plupart de nos mots physiques sont encore notre ouvrage ». Je vous remercie de votre attention.